Salut, c'est Alain. Il est impossible de dire exactement quand est née la France. Avec Clovis, Charlemagne, la dynastie capétienne ou même plus tard avec Philippe Auguste ou Saint-Louis. C'étaient des Capétiens d'ailleurs eux aussi. Et si on y regarde de près, on ne peut pas nier que les descendants du Capet aient joué un rôle majeur dans la construction de notre nation. Car si les Mérovingiens ont occupé le trône pendant environ 275 ans, et les Carolingiens près de 240 ans, les Capétiens, eux, ont régné pendant pas loin de 900 ans. Pas mal pour une dynastie illégitime, arrivée au pouvoir, encore une fois, suite à un coup d'État. Parce que Hugues Capet était bien un usurpateur, non ? C'est marrant la façon dont nos dynasties royales ont été nommées. Mérovingienne, du nom d'un roi très hypothétique, au lieu de clovicienne. Carolingienne et non pipinide, ce qui aurait quand même été plus logique. Et capétienne, au lieu de robertienne. Parce que finalement, c'est bien ça. Le premier roi non carolingien, ancêtre d'Hugues Capet, s'appelait Eudes et a été le premier des rois robertiens. Oui, je sais, c'est pas du tout logique. Ce nom de Robertien vient en fait de Robert le Fort, père d'Eudes, personnage extrêmement puissant qui finira par devenir abbé laïque de l'abbaye Saint-Martin de Tours. Cela fait de lui le propriétaire de l'illustre cape de Saint-Martin, une relique extrêmement prestigieuse qui donnera à ses héritiers leur nom de Capet, comme un certain Hugues, dont nous allons évidemment reparler. Mais pour le moment, tout commence réellement avec les invasions vikings, et en particulier avec le siège de Paris de 885 à 887. Ce n'est pas la première fois que les Vikings attaquent Paris, et leur but n'est pas vraiment d'occuper la ville, ni même de la piller. Mais la cité verrouille le passage sur la Seine et les empêche d'aller piller la très riche Bourgogne. Jusque-là, les autorités royales se sont montrées plutôt faibles, pour ne pas dire carrément lâches. Et la dynastie carolingienne y a beaucoup perdu de son prestige. Qu'en face à cela, les grands du royaume ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour défendre leurs terres. Bon, toujours est-il qu'en 885, deux hommes, l'évêque Gozlin et le comte de Paris, Eudes, résistent aux Vikings et leur interdisent de passer. Le siège est long, très long, et il est d'une violence inouïe. Mais les Parisiens, dirigés par Eudes, résistent et jusqu'au bout verrouilleront le passage vers la Seine, même quand Charles le Gros arrive enfin, mais qu'il n'ose pas affronter les envahisseurs et négocie avec eux, leur promettant un lourd tribut et l'autorisation de piller la Bourgogne, ce qui était précisément ce que tout le monde essayait d'empêcher jusque-là. Les Vikings en seront quittes pour contourner Paris par la terre ferme en tirant leurs bateaux, et l'empereur finira d'y perdre toute crédibilité. Et quand il meurt en 888, comme nous le rapporte au Xe siècle le chroniqueur et historien Richer, les Francs délibérèrent au sujet de la nomination d'un roi, non pas comme des traîtres, mais comme des gens soucieux de combattre l'ennemi. On ne se pose alors pas la question d'aller chercher un héritier carolingien, et Eudes, le héros de Paris, devient roi. Un coup d'État ? Une usurpation ? Ah oui, complètement, parce qu'on écarte volontairement les héritiers pour placer quelqu'un d'autre à sa place. Mais comme pour Pépin le Bref, peut-on parler d'usurpation quand la monarchie est élective ? D'ailleurs, sa succession sera quelque peu compliquée. Juste après lui, on repart chez les Carolingiens avec Charles le Simple, celui qui crée la Normandie à l'occasion du traité de Saint-Clair-sur-Epte. Ensuite, c'est le frère d'Eudes, Robert Ier, encore un Robertien donc. Mais après ça, c'est un gendre de Robert, un dénommé Raoul. Eh oui, on a bien eu un roi nommé Raoul, ça vous en bouche un coin, non ? Un roi non carolingien et pas vraiment robertien, enfin seulement par alliance.
Et puis après Raoul, eh ben on repart de nouveau chez les Carolingiens avec Louis IV, qui était exilé et qu'on va rechercher en Angleterre. Il y gagnera le surnom de Louis IV d'Outre-mer. Et c'est bien un Robertien, Hugues le Grand, qui le met sur le trône, se contentant, lui, d'être marquis de Neustrie. Enfin, se contentant. Il dispose quand même d'un réseau d'alliances laïques et ecclésiastiques supérieur à celui du roi, ce qui mettra souvent celui-ci en porte-à-faux. Mais, ouf, on est de nouveau chez les Carolingiens. Bon, ça a quand même été un peu chaotique, et une nouvelle dynastie a pointé le bout de son nez, plus ou moins usurpatrice, ou plus ou moins sauveuse du monde, comme vous voudrez. Oui, mais bon, les Carolingiens, depuis Charlemagne, on les connaît comme des empereurs, pas comme rois, si. Sauf que rappelez-vous, le traité de Verdun, vous avez dû apprendre ça à l'école normalement. À la mort du fils de Charlemagne, Louis le Pieux, l'Empire est divisé en 3. Et ça devient un sacré bazar. On se croirait de retour chez les Mérovingiens, avec leur lutte pour la succession. Et du coup, on se retrouve avec un roi de Francie orientale, la future Allemagne, qui prend aussi le titre d'empereur, et un roi de Francie occidentale, qui au final va devenir notre France. Alors, pendant toutes les années où le pouvoir oscille entre les Carolingiens et les Robertiens, il y a un acteur majeur sur lequel il faut compter, le roi de la partie orientale, qui voudrait bien unifier Francie orientale et occidentale et restaurer l'empire de Charlemagne, sous sa propre autorité, ça va sans le dire. Et ça, c'est primordial parce que c'est ce qui va pousser Hugues Capet sur le trône. Bon, je ne vais pas vous expliquer en détail la situation en Allemagne. Ça va devenir trop compliqué. Mais en gros, la dynastie carolingienne s'arrête avec Louis IV l'Enfant en 911, c'est-à-dire avant la lignée française. Désolé, j'utilise les notions de France et d'Allemagne pour que ce soit plus clair, mais vous imaginez bien que c'est très abusif et que ça ne représente pas du tout les frontières actuelles. Mais bon, j'essaie de faire simple. Mais historiquement, comprenez bien que tous deux issus de l'Empire carolingien, les royaumes de Francie et de Germanie sont des frères ennemis, très proches, parfois amis, souvent concurrents, chacun guettant du coin de l'œil la faiblesse de l'autre, pour, comme je l'ai dit, reconstituer l'Empire à son profit. Par exemple, quand le Robertien Hugues le Grand met sur le trône Louis IV d'Outre-mer dans l'idée de le contrôler, comme les Pépinides avaient fait avec les derniers Mérovingiens, celui-ci s'empresse de chercher de l'aide auprès d'Othon Ier, roi de Germanie. Mais son but est bien de récupérer son propre pouvoir, pas de le perdre au profit des Allemands. Alors, pendant près de 50 ans, il va y avoir une espèce de jeu du chat et de la souris entre les rois de France et de Germanie, qui bénéficie très clairement à la dynastie ottonienne, qui attend son heure et prend de plus en plus de pouvoir et d'influence. À tel point qu'en 962, Othon Ier apparaît comme le nouveau Charlemagne, l'unique défenseur de la chrétienté, le seul capable de faire renaître de ses cendres l'Empire romain d'Occident. Il se fait alors sacré empereur, dignité qui avait disparu depuis 924, et un obscur roi d'Italie, Béranger Ier. C'est d'ailleurs surtout vers l'Italie que se porte le regard d'Othon. Mais le danger est quand même réel pour une Francie sous influence ottonienne de perdre définitivement son autonomie. Hugues Capet, le fils d'Hugues le Grand, n'apparaît pas tout de suite comme la solution aux divers problèmes d'autorité en Francie. Il est très jeune et d'un tempérament plutôt réfléchi, porté vers la conciliation et la négociation, dans un monde où la force est synonyme de protection. Nous sommes en plein essor de la féodalité et les rapports entre les groupes de personnes est d'abord lié à cette capacité d'assurer la sécurité de l'autre. Et un chef doit d'abord être capable d'entraîner les siens vers la victoire, à la guerre. Hugues n'est pas encore celui-là. La Lorraine
est alors l'objet d'un enjeu majeur entre les derniers rois carolingiens, Lothaire III, puis Louis V, et les rois de Germanie, Othon Ier, II et III. Comme nous le rapporte encore une fois Richer, comme Othon possédait la Belgique, la Lorraine actuelle, et que Lothaire cherchait à s'en emparer, les deux rois tentèrent l'un contre l'autre des machinations très perfides et des coups de force, car tous les deux prétendaient que leur père l'avait possédé. Cela va être l'occasion pour Hugues de s'affirmer comme défenseur du royaume et de jouer pleinement son rôle de duc des Francs, premier personnage du royaume après le roi, ou peut-être même avant lui, allez savoir. Du coup, quand Louis V meurt des suites d'un accident de chasse en 987 et qu'il faut bien lui trouver un successeur, c'est naturellement vers lui que se tournent les grands du royaume. Il y a bien un prétendant carolingien, Charles de Lorraine, mais il est trop proche des Ottoniens, ce qui fait peur. Et surtout, il est considéré comme débauché, peu apte à faire un bon roi. Richer, encore une fois, nous le rapporte dans un discours soi-disant tenu par l'évêque de Reims. Nous n'ignorons pas que Charles, le carolingien, a ses partisans, qui soutiennent qu'il est digne du royaume parce que ses parents le lui ont transmis. Pourtant, si l'on examine cette question, on sait que la royauté ne s'acquiert pas par droit héréditaire et que l'on ne doit élever à la dignité royale que celui qui s'illustre non seulement par la noblesse de son corps, mais encore par la sagesse de son âme, celui que l'honneur protège, que la générosité fortifie. Ce texte, même s'il a sans doute été forgé de toutes pièces, explique bien la mentalité qui amène Hugues, héritier des rois robertiens et d'une lignée prestigieuse de ducs des Francs, sur le trône de France. Alors, usurpation? Coup d'État? Vu comme ça, la réponse est évidemment non. Il n'y a pas d'héritier direct, juste un carolingien pas trop proche et pas trop fiable, et de toute façon, Hugues est porté au pouvoir par les grands du royaume, élu à la dignité par ceux qui en ont la prérogative absolue. Alors, pourquoi est-ce qu'on se prend la tête avec ça? Et je ne parle pas que de nous, aujourd'hui, et de cette vidéo. Cette notion d'usurpation a été largement répandue dès les années qui ont suivi l'élection, à tel point que les rois capétiens se sont longtemps sentis coupables, en quelque sorte, d'occuper le trône. Je vous mens pas, hein? Il y avait bel et bien une sorte de complexe qui a fait que pendant des décennies, on a cherché à se rattacher à une branche carolingienne pour en quelque sorte légitimer définitivement le pouvoir. L'objectif sera atteint avec Louis VII qui épouse Adèle de Champagne, une vraie héritière carolingienne. Philippe Auguste pourra alors sans rougir dire qu'il descend de Charlemagne. Alors d'abord, il faut bien reconnaître que des usurpations, chez les Robertiens, il y en a effectivement eu. On en a parlé à propos d'Eudes Ier, mais il y a aussi cet épisode où le roi Louis IV, qui lutte contre une rébellion normande, encore eux, est fait prisonnier et libéré par Hugues le Grand. Mais, nous dit Richer, le duc, au lieu de reconduire le roi chez lui, comme on le pensait, l'arrêta et chargea Thibaut de Blois de le garder. Et il ajoute même, il parut alors avec évidence que le tyran avait voulu détruire complètement la glorieuse lignée royale. Même s'il n'a pas le titre de roi, Hugues le Grand est clairement qualifié d'usurpateur. Alors oui, il y avait sans doute présomption de culpabilité, comme on dit, en matière d'usurpation. Plusieurs Robertiens ont clairement pris le pouvoir, d'Eudes à Hugues Capet, et parfois même de façon assez violente, comme dans l'anecdote que je viens de citer. Louis IV restera près d'1 an prisonnier, et Hugues le Grand ne fera marche arrière que sous la pression de ses alliés, qui estiment qu'il est allé trop loin. La question se posait sans doute effectivement depuis un moment. Peut-on se passer d'un roi? Parce que finalement, entre les rois fainéants et les carolingiens incompétents et déchus,
Le vrai pouvoir a quand même été très longtemps à l'extérieur des dynasties officielles. Mais la réponse apportée par l'histoire est non. On ne peut pas se passer du roi, et d'un roi d'une lignée prestigieuse, qui apporte force et grandeur. Ce n'est que quand ces valeurs ne sont définitivement plus au rendez-vous que les grands s'autorisent à élire quelqu'un capable de les restaurer. Mais revenons à cette image d'usurpateur des Capétiens. Parce qu'après tout, il s'est passé à peu près la même chose que lors de l'avènement des Carolingiens. Mais il faut prendre en compte aussi le lobbying et le marketing d'image effectué à l'époque. Pour les Carolingiens, Pépin le Bref avait géré ça de main de maître, inventant la notion de roi fainéant pour discréditer ses prédécesseurs. Et ça avait très bien marché. Mais là, c'est une toute autre histoire. Le seul texte pro-capétien de l'époque, celui de Richer, que j'ai souvent cité, qui, sans être parfaitement objectif, constitue le seul témoignage d'époque existant, disparaît totalement dans les années qui suivent la mort d'Hugues. Il ne sera redécouvert qu'en 1833. A l'inverse, la question de savoir comment il se fait qu'un étranger à la lignée carolingienne ait pu devenir roi, brisant par là le serment que nul autre qu'un descendant de Pépin ne devienne jamais roi de France, a trouvé ses réponses dans les récits des anti-capétiens. Entre 1015 et 1030, l'Historia Francorum Senonensis, une petite chronique écrite à Sens par un personnage manifestement hostile à la dynastie capétienne, donne une image volontairement déformée du changement dynastique. Et bien que très fantaisiste et manipulatoire, en l'absence d'un autre document de valeur, c'est cette version qui va être retenue et sur laquelle va se construire la réputation, exécrable donc, des premiers Capétiens. Il faudra attendre Saint-Louis et la commande des gisants de Saint-Denis, tous parfaits et semblant venir de la même famille, pour qu'une nouvelle opération de réhabilitation des Capétiens ait lieu. Preuve, s'il en fallait, que l'événement était toujours assez mal vécu. Bon, alors au final, coup d'État ou pas? Usurpation ou pas? Je crois que la question ne se pose pas du tout comme ça, et que c'est une vision assez moderne des choses. Dans les faits, il y a eu effectivement, pour les Carolingiens comme pour les Robertiens et les Capétiens, un écartement d'un héritier de la dynastie régnante pour y placer quelqu'un d'extérieur. Oui, mais les circonstances l'exigeaient, et le cadre légal du moment était parfaitement respecté. À chaque fois, il s'est agi de répondre à un besoin de pouvoir fort face à des menaces venues de l'étranger. Sarrasins, vikings, germaniques notamment, alors que le pouvoir officiel était clairement en fin de vie, à bout de souffle. Et à chaque fois, ça a mis des décennies à se mettre en place. Et ça n'a jamais été juste le fait d'un despote qui prend le pouvoir par la force.